Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des méthodes agiles by Action Agile. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Scrum, qui est une méthode agile la plus connue du marché sans aucun doute, mais rappelons malgré tout que ce n'est pas la seule, et je présenterai les autres méthodes existantes, en tout cas une partie d'entre elles, dans d'autres vidéos à venir. Pour bien parler de Scrum, nous allons commencer par une introduction sur la gestion de projet classique très rapide, de façon à voir notamment ce qui ne fonctionne pas dans les anciennes méthodes que l'on appelle le cycle en V. Après la présentation de Scrum, nous discuterons également des conditions de la réussite pour la mise en place de Scrum dans votre entreprise, car ce n'est pas toujours simple et pas toujours rapide, contrairement à ce que l'on peut entendre ou croire. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sous le pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Mais on passe tout de suite à la présentation. Alors avant de parler de Scrum, il faut d'abord qu'on parle de la gestion de projet dite traditionnelle telle qu'on la faisait jusque dans les années 2010-2015, c'est-à-dire avec des spécifications techniques et fonctionnelles à différents niveaux de détail, suivi d'une phase de développement, suivi d'une phase de recette. Et bien cette gestion de projet, ce qu'on peut en dire en regardant les chiffres du Standish Group dont je vous ai mis les références juste en bas à droite, c'est que les projets, de manière générale, en informatique, ça ne marche pas. Et quelque part, c'est pas très étonnant, et on va voir pourquoi, c'est un peu l'objet de la vidéo et de ce qui va nous amener à Scrum. Mais ce que nous disent ces chiffres, c'est que sur les projets, on en a 16% qui se font bien, ce qui est quand même très peu, on en a quand même 31% qui sont purement et simplement arrêtés, et on en a 53%, c'est-à-dire la moitié, qui dépassent leur budget, et quand on regarde les chiffres du Standish Group, on est en train de parler de dépassements budgétaires qui sont de l'ordre de 190%, donc pas non plus une broutille. Donc de manière générale, la gestion de projet dans l'informatique, ça marchait très mal. Et donc il faut changer tout ça. Pour changer tout ça, il faut se poser la question comment ça fonctionne un projet. Et bien tout simplement, de manière générale, une entreprise arrive et nous dit voilà, j'ai un budget qui est de, on va prendre un exemple, 500 000 € pour faire une réalisation quelconque. Ensuite, à ce budget est associé un délai, parce qu'en général, quand on veut faire un projet, c'est soit qu'on a un changement sur le marché, soit on constate qu'on a des utilisateurs ou des clients qui veulent quelque chose. Bref, on doit pouvoir faire un produit dans un délai qui est un délai fixe, c'est-à-dire qu'avec mes 500 000 €, je vais pouvoir délivrer une nouvelle application dans un an, par exemple. Et on a quelque chose d'autre dans les projets traditionnels, c'est qu'on a aussi un périmètre fixe, c'est-à-dire que, un peu à la manière du bâtiment, dans la gestion de projets standard, on va se dire, avec mes 500 000 €, je veux dans un an avoir une application qui fasse telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, et avec chacune des fonctionnalités qui sont découpées de manière extrêmement précise. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien sur ces trois axes, on a une pression, parce qu'évidemment, il va y avoir beaucoup de surprises pendant l'année de développement du projet. Vous allez avoir des concurrents qui vont sortir des produits potentiellement concurrents aux vôtres, et donc il va falloir aller plus vite pour pouvoir les concurrencer. Potentiellement, vous avez des gens qui vont sortir un produit qui sera peut-être un peu différent, mais sur lequel il y aura de bonnes idées, et donc vous allez changer aussi ce que vous allez vouloir faire. Bref, tout ça va changer. Et puis votre équipe qui est au milieu, elle va aussi avoir des surprises pendant son développement, et ça c'est normal dans un projet, il y a des choses, on ne sait pas toujours tout à l'avance. Et donc tout ça, ça va amener une pression sur les trois axes, et les gens qui en pâtissent de cette pression, ce sont les équipes qui sont au milieu. Parce que ce qui se passe quand tout est pressurisé, le budget, le délai et le périmètre, et ben c'est les équipes qui se prennent cette pression, ou alors dans le pire des cas, c'est la qualité à la fin qui en résulte, parce que les équipes n'ont pas réussi à faire ce qui était attendu, et quand vous leur mettez la pression, ce qui se passe c'est qu'elles travaillent mal, et c'est normal. Et donc tout ça c'est quelque chose qui peut pas fonctionner. Donc ce qu'on va chercher à faire en Scrum, c'est qu'on va chercher à faire sauter un de ces axes, et l'axe qu'on va vouloir faire sauter, c'est l'axe périmètre. On va se dire, j'ai toujours 500 000 €, j'ai toujours un an, mais la manière dont je vais faire mon projet dans cette année va être différente de ce qu'on faisait dans la gestion de projet traditionnelle. Donc pour changer tout ça, on va parler d'une méthode qui s'appelle Scrum, qui est une des méthodes agiles, il y en a d'autres,
Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Scrum, on parlera des autres dans d'autres vidéos. Scrum, c'est quelque chose qui est très adapté au développement de produits, donc c'est la raison pour laquelle on va en parler aujourd'hui. Et tout commence par une vision, c'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un dans l'entreprise va vouloir construire un nouveau produit, ou alors partir de quelque chose de déjà existant et en faire un nouveau produit, ce qui est une possibilité aussi. À ce moment-là, on cherche en fait à répondre à une demande du marché, ou à une demande client, en tout cas à une opportunité qui va exister. Cette vision, on va la détailler, et ça va être le rôle du Product Owner. Le Product Owner, qui est un rôle dans Scrum et que l'on détaillera dans une vidéo spécifique, va écrire des user stories, et comme leur nom l'indique, des user stories ce sont des histoires utilisateurs qui vont en fait représenter des cas d'usage de notre produit, et donc en l'occurrence on va essayer d'y mettre tous les cas d'usage. Alors quand je dis tout, il y a des règles, pour ne pas faire comme sur une méthode traditionnelle et absolument tout décrire à l'avance, c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va chercher à décrire le cas d'usage et non pas la manière de faire, le comment. Là, ce qu'on va surtout décrire, c'est le quoi. Donc par exemple, on va se dire, un des cas d'usage, ça va être, en tant que client, je veux pouvoir ajouter mon produit dans mon panier afin de pouvoir le commander. Ça, c'est une manière de rédiger les user stories, et c'est très orienté client, et ça se limite à ça. Et ça se limite à ça parce qu'on va faire confiance aux équipes. Mais on reviendra sur ce détail dans la gestion de backlog. Une fois qu'on a écrit ces user stories, tout ça va rentrer dans un product backlog. Donc le product backlog, c'est là où on a toutes les user stories qui vont décrire notre produit. Il y a un certain nombre de règles qui régissent un product backlog pour pas que ça devienne des spécifications. Ça c'est pareil, on en parlera dans une vidéo ultérieure. Ce product backlog, on va le prendre et on va le passer dans une réunion qui s'appelle le sprint planning, que l'on va faire avec les membres de l'équipe, le Scrum Master qui vient d'apparaître, et toujours notre Product Owner. Lors de ce sprint planning, l'objectif, ça va être que l'équipe puisse dire, à l'intérieur du product backlog, je vais prendre telle et telle user story et je vais l'embarquer dans mon prochain sprint. Et l'équipe va s'engager à délivrer les user stories qu'elle aura pris dans le prochain sprint. Alors le sprint c'est quoi? On va en parler juste maintenant. C'est une fenêtre de temps pendant laquelle l'équipe va travailler. En général c'est 1 à 3 semaines, c'est très souvent 2 semaines. J'ai déjà travaillé sur des sprints d'1 semaine et dans des cas où on a très peu de visibilité c'est assez utile. Et 3 semaines ça se trouve beaucoup dans les grosses organisations, à mon sens c'est un peu trop long. Quoi qu'il en soit, c'est la durée pendant laquelle l'équipe va travailler sur la réalisation des user stories qui auront été mis dans le sprint backlog. Pour réaliser ce travail, tous les jours l'équipe réalise un daily meeting, qu'on appelle aussi un daily scrum, c'est une réunion de 15 minutes, sur laquelle toute l'équipe se réunit avec comme objectif de discuter de ce qui a été fait et de ce qui va être fait dans la journée et des obstacles qui sont potentiellement rencontrés. Et c'est là que le Scrum Master a un rôle important parce que c'est son rôle à lui de débloquer les obstacles de l'équipe. Une fois que c'est fait, donc à la fin du sprint, l'équipe va faire une sprint review, qu'on peut aussi appeler démo. C'est un moment où l'équipe va montrer ce qui a été réalisé pendant le sprint. Et donc habituellement, on reprend toutes les user stories, l'équipe montre concrètement sur un environnement de recette ou de production selon les cas, mais on montre concrètement ce qui a été réalisé et on va attendre du product owner qu'ils disent oui, ok, ça me convient ou non, ok, ça me convient pas. C'est pas forcément un échec si le product owner dit non, ça me convient pas, parce que ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être évidemment parce que c'est pas ce qu'il attendait, auquel cas il y a un problème de fonctionnement, mais ça peut être aussi parce que, et ça m'est déjà arrivé, parce que la fonctionnalité arrive, mais quand le product owner la voit concrètement à la fin, il se dit ah ouais, c'est effectivement ce que je vous ai demandé, mais ça va pas plaire à mon client, faut qu'on la modifie. Dans ce cas-là, c'est pas grave, on peut le prendre en compte, mais ce qui est important, c'est que le product owner doit dire si oui ou non la user story est validée. Une fois que tout ça c'est fait, on fait une sprint rétrospective. La rétrospective, ça va être le moment pendant lequel l'équipe va regarder ce qu'elle a fait sur le sprint précédent, et elle va expliciter ce qui s'est bien passé et ce qui oh là là, c'est difficile, ce qui s'est moins bien passé. Et sur ce qui s'est moins bien passé, bien sûr, ce qu'on va chercher à faire, c'est à trouver des axes d'amélioration et à trouver des actions qu'on va prendre dans le prochain sprint de manière à s'améliorer. C'est donc une pratique d'amélioration continue. Alors pourquoi c'est un cercle sur ce schéma? Eh bien c'est parce que tout ça, ça se reproduit
si je suis sur un sprint de 2 semaines, par exemple, toutes les 2 semaines, je vais reproduire l'ensemble de ce qu'on vient de se dire en commençant par le sprint planning. Donc à chaque fois, je fais mon sprint planning, mon sprint avec les daily meetings tous les jours, et à la fin, sprint review, sprint rétrospective, et on verra qu'il y a potentiellement une cérémonie qui est le backlog refinement qui peut se faire au milieu, mais ça on en discutera séparément, et donc de semaine en semaine, j'avance de cette manière-là. Mais ce qui est très important, c'est qu'à la fin de mon sprint, une fois que j'ai fait la review et la rétrospective, je délivre quelque chose. Alors ça ne veut pas forcément dire que je délivre en prod, même si c'est franchement l'idéal, et ça aussi je l'ai vécu dans une de mes expériences précédentes, et quand vous livrez à la fin de vos sprints directement sur la prod, là vous êtes vraiment au plus proche du client, et ça vous permet d'avoir des retours très rapides sur ce que vous avez fait comme développement, et si ça ne convient pas, et bien à ce moment-là vous pouvez revenir en arrière, ou vous pouvez décider de changer les choses. Pour mémoire, Amazon fait des mises en prod, quelque chose comme toutes les minutes, et il faut bien savoir, évidemment c'est des toutes petites mises en prod, mais c'est extrêmement fréquent. Et c'est très bien de faire ça parce que du coup ça permet de limiter le risque de la mise en prod. Moi j'ai fait beaucoup de direction de projet dans ma carrière, et on a tous connu, je pense, parmi les gens qui ont fait ça, des périodes où on transpire un peu avant les mises en prod, parce qu'il y a quand même de bonnes chances que ça marche pas, et quand ça marche pas, c'est une longue galère qui vient devant soi. Potentiellement on a cassé des choses qu'on n'arrive pas à réparer, enfin bref, c'est très compliqué. Et on se rend compte que plus les mises en prod sont espacées les unes des autres, donc plus on a de travail à mettre sur la production, et bien plus on prend un risque qui est important. Alors que si on réduit la taille du cycle, et c'est bien ce que veut faire Scrum en repassant sur des cycles de 1 à 3 semaines, et bien on limite notre risque. À plusieurs titres. Déjà parce que si ça marche pas à la fin, hormis le fait que c'est un problème en soi, on a perdu qu'une semaine, et donc il n'y a qu'une semaine de travail qui fonctionne pas, il n'y a pas un an. Mais de la même manière, si jamais ce qu'on a développé ça ne convient pas au client, et que donc on a un retour marché qui est négatif, et bien là c'est pareil, on n'a perdu qu'une semaine et on n'aura pas perdu un an. Et c'est très important, parce que c'est ça qui va permettre à une entreprise d'être réactive, parce que si vous partez sur des cycles de 3 mois ou 1 an, et bien à chaque changement ça va être 3 mois ou 1 an. Alors que sur des cycles très courts, et bien vous aurez un délai avant de vous réajuster qui va être très court, et donc vous perdez moins de temps, moins d'argent, et en plus c'est moins démotivant pour les équipes. Ensuite, si on regarde un petit peu les rôles dans l'agilité, donc on a parlé dans Scrum, on a parlé de 3 rôles pendant notre présentation. Le premier, c'est donc le Scrum Master. Le Scrum Master, lui, son rôle, c'est de faire en sorte que l'équipe, elle fonctionne bien. C'est de faire en sorte que quand elle a des problèmes, il les enlève. C'est quelqu'un, qui est là pour faire en sorte qu'il y ait de l'huile dans les rouages, et que les développeurs de l'équipe, alors je dis développeurs, mais il peut y avoir d'autres rôles à l'intérieur d'une équipe, mais que tout ce petit monde travaille bien. C'est un rôle qui est très important, qu'on détaillera dans une vidéo spécifique, et c'est tout sauf un chef de projet. Ensuite, le deuxième rôle important, voire primordial, c'est le Product Owner. C'est celui qui est responsable du Product Backlog. Donc c'est lui qui va décider quelles sont les user stories de mon produit, et surtout comment elles sont priorisées. C'est quoi la première user story à réaliser, c'est quoi la dernière user story à réaliser. Et ça c'est très important parce que du coup ça fait en sorte que l'équipe ne travaille que sur des choses qui sont prioritaires. Parce que quand l'équipe va faire son sprint planning, elle va prendre tout ce qui est en haut du backlog. Et donc tout ce qui est prioritaire et pas ce qui est évidemment sans intérêt ou du moins sans priorité. Donc grâce au Product Owner, c'est grâce à lui qu'on s'assure que l'équipe ne travaille que sur ce qui a de la valeur. Et donc évidemment, les plus importants, ce sont les membres de l'équipe, ce sont eux qui construisent, comme on vient de le dire, ce qui est dans le backlog, et leur première responsabilité, c'est de faire cette construction avec un niveau de qualité maximal. Il n'est pas question en Scrum de développer sans qualité. Si on fait ça, on n'est plus en Scrum. Ensuite et enfin, ça sera la dernière partie de cette vidéo, il y a, à mon sens, 3 conditions de réussite essentielles pour arriver à passer en Scrum. Tout d'abord, et c'est pas la partie la plus évidente, c'est même d'assez loin la partie la plus compliquée, il faut bien se rendre compte que de passer d'une méthode traditionnelle à une méthode agile, c'est un changement culturel profond. Parce que des gens qui ont travaillé pendant 10, 15, 20 ans, peut-être plus, en méthode traditionnelle et qui ont l'habitude du contrôle, ça va être très difficile pour eux de passer sur une méthode agile où la règle d'or c'est de faire confiance à l'équipe. Et faire ce genre de changement, ça se fait pas en un coup de baguette magique. J'ai un certain nombre de clients qui font venir des cabinets pour faire ce genre de changement, les mecs arrivent, ils font des jolis slides, ils présentent à tout le monde, au bout de 3 mois c'est parti, sauf que c'est pas vrai.
C'est vrai que c'est parti, mais ça durera pas. Ce genre de transformation, ça se fait sur des années, parce que ce qu'il va falloir, c'est changer les habitudes de travail de toutes les personnes de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est long et qui nécessite un accompagnement sur le long terme. Cela étant, quand vous y arrivez, le résultat à la clé est vraiment bien meilleur que ce qu'on avait avant. La réactivité est extrêmement bonne, la qualité aussi, et vous n'aurez plus jamais un budget qui déborde dans tous les sens. Et ça, quand même, c'est important. La deuxième condition de réussite, c'est que, on l'a vu, on cherche à travailler sur des cycles courts et donc on cherche à délivrer à la fin de chaque sprint. Et ça, il ne faut pas croire que n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle équipe est capable de le faire en un coup de cuillère à peau. Ce n'est pas vrai. Ça implique de mettre en place, en général, du DevOps, souvent du cloud, public ou privé, peu importe, mais ça nécessite de mettre les deux en place parce que si vous n'avez pas une chaîne d'intégration continue, au moins partiellement automatisé, qui va permettre aux développeurs de passer sur des environnements de recettes et ou de production de manière très rapide, vous allez faire comme beaucoup, c'est-à-dire que vous allez avoir un sprint de 2 semaines pour faire du développement, et puis derrière vous allez mettre un sprint de 2 semaines pour faire de la recette. Mais si vous faites ça, vous faites en fait un cycle en V que vous allez cacher à l'intérieur de plusieurs sprints, et ça pour le coup vous allez perdre toute la réactivité que l'on cherche à avoir à l'intérieur de Scrum. Et enfin, la troisième condition de réussite, c'est que, comme je le disais en introduction, Scrum c'est adapté à du développement de produits. Avec ou sans legacy, ça n'a pas d'importance. En revanche, mettre du Scrum sur une activité de maintenance, par exemple, ça n'a aucun sens. Et notamment parce que la maintenance, c'est quelque chose qui se vit au fil de l'eau. Vous n'allez pas avoir une fenêtre de temps de 2 semaines ou de 3 semaines pour travailler sur des incidents. Quand les incidents ils arrivent et qu'ils sont urgents, ils doivent être corrigés à zap. Et pour ça, Scrum, c'est pas forcément la méthode la plus adaptée, il y en a d'autres, on les présentera dans de prochaines vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que Scrum sera déjà plus clair dans vos esprits. Je ferai d'autres vidéos à la suite qui expliqueront chacun des éléments que l'on trouve à l'intérieur de Scrum, aussi bien les artefacts que les cérémonies, que les rôles, pour tout vous expliquer plus dans le détail. Aujourd'hui, c'était vraiment un vernis. Et je ferai également des vidéos sur les autres méthodes agiles qui existent, et en particulier autour de Kanban, qui peut être plus adapté à des situations d'équipe qui travailleraient par exemple sur des opérations de maintenance. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche juste à côté de façon à ne pas rater les prochains contenus. Et sur ce, je vous dis à ciao tout le monde.